Take control of the numbers and supercharge your small business with Xero. That's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing. 87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Trimble knows that for the work we all depend on, where speed counts, there's no room for mistakes. Every turn matters. Trimble is the technology company that connects your physical and digital worlds across industries like construction, transportation, geospatial, and beyond, so you can get hard work done faster than you ever thought possible. You can check them out at Trimble.com. With Trimble on your team, you're in command of connected solutions to overcome unknowns and keep work flowing. See what's coming. Take intelligent action. Stay on time and budget, time after time. With confidence at every step, every decision, every turn. Because work doesn't move in a straight line. Keeping it going requires the agility to adjust. In the field, at the office, on the road, everywhere. When you're ready to turn data into decisions, turn deadlines into finish lines, and turn possibilities into profits, it's time to turn to Trimble. Trimble. Confidence at every turn. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Après une attente insoutenable, on y est. Les championnats majeurs sont enfin au grand complet. Plus de trêve, plus de décalage, juste une avalanche de matchs. On décortique les tendances qui se confirment parce que si les surprises étaient minces, les enseignements, eux, sont massifs. Choc européen, le vainqueur de la Champions League affronte le champion de l'Eurocup 2025. Un duel qui met les statistiques à l'épreuve. Vont-elles dicter le résultat ou assisterons-nous à un exploit ? Zoom sur la campagne européenne de Marseille qui démarre à la maison. L'Europe, c'est maintenant. On met fin aux rumeurs et on apporte la vraie lumière sur les déboires de l'INSEP. Toutes les infos, rien que les infos, c'est ici. Et enfin, la nouvelle qui secoue la Nationale 2. Noisy est en mauvaise posture et n'est plus inscrit. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide vraiment beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Épisode 9 pour cette semaine et un programme extrêmement chargé puisque pour la première fois depuis le début de saison, on avait en élite féminine, en élite masculine et en National 1 une journée complète. Donc on a beaucoup de matchs à détailler et on attaque tout de suite par l'élite féminine avec un premier match Toulon Choisy-le-Roi, donc rappelons que ces deux équipes vivent leur 2e saison en élite féminine et elles n'ont pas tout à fait le même destin puisque Toulon s'impose très largement 19-2, donc après avoir mené à la mi-temps 9-2 et ensuite Choisy qui encaisse un 10-0 sur la deuxième partie de ce match et qui du coup a vécu un déplacement extrêmement compliqué. Frédéric. Ouais, Christophe, écoute, on avait quitté Toulon sur une défaite au pénalty contre Bordeaux, ce qui s'apparentait quand même à un résultat, pas dire positif, mais quand même au vu de l'ancienneté de Bordeaux dans la division et de l'ancienneté de Toulon. Toulon, comme tu l'as dit, qui est un peu tout nouveau à ce stade de la compétition. Et puis, on savait que Choisy allait être en grande difficulté quand même cette saison. Mais Toulon n'a pas laissé passer l'occasion en infligeant un très sévère 19-2.
Ce qui fait que Toulon, pour l'instant, démarre sa saison, j'allais dire invaincu, hein, une défaite à 1 nul et une victoire, donc engrange des points précieux. Et puis, Choisy sera, comme on l'a dit, en difficulté cette saison, avec un effectif quand même un petit peu, en deçà de ses concurrents. Et puis, Toulon qui continue et qui surfe sur son bon début de saison. Rappelons que Toulon donc a quand même eu quelques renforts cette saison, on en avait parlé, et voilà, du coup, Choisy, peut-être avec une équipe beaucoup plus locale, je vais dire comme ça. Donc, juste pour quand même donner quelques noms de ces équipes féminines qu'on voit un petit peu moins en lumière. On a donc côté toulonnais Valertine Hurtaud, donc nouvelle arrivée à Toulon, qui marque 4 buts, accompagnée de Léopoldine Burle qui est aussi à 4 buts, Aurore Faye 3 buts, Chloé Bonny 2 buts, Clémentine Valverde 1 but, Cassandra Touré 1 but, Iliana Bougami 1 but, et enfin Charlotte Gianna 1 but aussi. Et côté Choisy, une seule buteuse, Anaëlle Picard, donc qui marque les 2 seuls buts de Choisy. Deuxième match de cette journée, donc on avait un Bordeaux-Taverny, on vient de l'évoquer, donc Bordeaux s'était imposé uniquement au tir au but contre Toulon. Et Taverny qui avait fait un bon premier match, et cette fois-ci, un peu plus d'écart, hein. Bordeaux qui s'impose 26-12 après avoir mené à la mi-temps 12-3. Surprenant quand même parce que, comme tu l'as dit, on avait laissé les Tabernaciennes à -4 à Nancy, ce qui était un résultat quand même très, très encourageant, hein. Nancy est finaliste de la dernière édition du championnat. Et puis Bordeaux s'en était tiré, je ne veux pas dire miraculeusement, mais s'en était tiré, après un partage des points, une victoire au pénalty à Toulon. Donc on pouvait augurer une résistance un peu plus grande des banlieusardes parisiennes. Et puis en fait, pas du tout. Un match fait pas l'autre, et d'une semaine à l'autre, les équipes, les équipes restent les mêmes, mais les résultats peuvent surprendre. Donc écoute, une petite correction quand même de la part de Bordeaux, qui inaugure sa saison à domicile par une victoire nette et sans bavure. À noter la présence, je crois qu'elle est canadienne, hein, Elisabeth Birch, qui quand même dans ce match inscrit 8 buts côté bordelais. Troisième match et dernier match déjà de cette journée élite, puisque Nancy étant exempt, on a le match le plus intéressant. En plus, hein, Nice qui accueillait Lille, et on sait que Lille, l'an passé, mettait des écarts assez importants à toutes les équipes qu'elle pouvait rencontrer. Et là, elles s'en sortent de justesse en s'imposant 15-14 en déplacement à Nice. Bon, une première période menée 3-1, mais Nice qui a su bien réagir en deuxième période, hein, donc qui s'impose 6-3. Alors peut-être qu'après, avec ses efforts faits pour prendre l'avantage, 7-6 à la mi-temps, qui encaisse quand même un 6-3, Nice qui encaisse un 6-3 en troisième période, et tout se joue forcément dans la dernière période, où malgré tout, Nice s'impose 4-3, mais ça n'a pas suffi pour remporter la victoire. Comme tu l'as dit, on est resté sur une saison dernière où Lille a fait un cavalier seul avec des écarts assez monstrueux, des matchs 38-3, 35, etc. Même contre Nancy, il y avait eu un écart assez énorme contre le Dauphin. Nice avait fini sur le podium la saison passée, mais on était loin quand même de se douter que le match allait finir à -1. Alors, j'ai pas la composition de Lille par rapport à l'année dernière, s'il y a eu beaucoup de départs, si... on n'a pas les tenants et les aboutissants. Je sais que Nice s'est renforcé quand même significativement. Ils sont allés gagner à Choisy la première journée de façon assez claire. Mais ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas vu une équipe tenir la dragée haute à ce point-là à Lille, en finissant à -1 seulement. Écoute, ça va peut-être nous relancer le championnat. Ça va peut-être, c'est peut-être un feu de paille, hein, mais en tout cas, c'est toujours mieux que les valises de l'an passé. Est-ce que c'est un Lille moins fort? Est-ce que c'est un Nice plus fort? Je pense que c'est un peu des 2. Et puis, écoute, on verra la suite de la compétition si la vérité de ce match-là se poursuit ou pas.
Ouais, Lille qui s'était déplacée uniquement avec 11 joueuses, donc peut-être cela explique en partie le résultat et que peut-être certaines joueuses cadres n'étaient pas présentes. On ne connaît pas suffisamment l'effectif, mais bon, on a quand même Lara Andress qui a su tirer son épingle du jeu côté lillois avec 4 buts, suivi de Lily Vernou, 3 buts, hein, donc la jeune joueuse d'origine marseillaise. Et côté niçois, on a Caroline Christ qui marque 7 buts, suivi de Marie Barbieux, la capitaine, il me semble, non, Frédéric, 4 buts côté niçois. Mais Marie Barbieux, qui est toujours là, je le souligne assez régulièrement, mais qui prend sa place en pointe, qui est difficile à bouger, qui est une joueuse, oui, qui est la capitaine, qui est ô combien positive et sympathique, toujours à aller de l'avant dans l'eau et tout ça, et un leader de jeu et un leader d'attitude pour ses coéquipières. On croit à chaque fois, chaque année, que c'est sa dernière année, mais finalement, elle remplit à chaque fois. C'est une passionnée de polo. Et écoute, c'est bien, c'est un atout majeur dans l'effectif des Licaro. Et puis, écoute, elle jouait contre son ancien club, elle a joué à Lille, hein. Tant mieux. Non, non, mais c'est bien, c'est toujours mieux à expliquer des 15-14 que des 31-2. Donc, c'est plutôt pas mal que ça se resserre. Ouais, on espère que le championnat, en tout cas au niveau des résultats, aura un peu plus de suspense malgré ce championnat, on l'a suffisamment souligné, avec 7 équipes. Donc championnat impair, comme en élite, championnat impair, comme en National 2, puisqu'on a 2 poules, et on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode, 2 poules de cette équipe. Je te propose qu'on bascule du côté de l'élite masculine. Donc là, journée complète, je l'ai annoncé. Donc Taverny était exempt. Donc Taverny qui ne dispute pas pour l'instant, qui n'a pas disputé beaucoup de matchs. Donc on commençait par le derby des Bouches-du-Rhône, Marseille qui accueillait Aix. Le score final reflète plus ou moins forcément la physionomie de ce match, puisque Marseille s'impose 21-9. Mais Aix avait attaqué fort ce match-là. Bon, on sait que des fois, Marseille a du mal à rentrer dans les matchs, surtout qu'ils ont une échéance européenne qui arrive. Aix remporte la première période 5-4, mais dans les 3 dernières, ils encaissent quand même un 17-4, Frédéric. C'est le remake de la finale de l'an passé. Bon, Marseille n'avait pas de quoi trop trembler non plus. C'est ce que je disais lors de l'épisode précédent, c'est-à-dire que tu as des équipes qui jettent toute leur force dans la bataille pendant 8 minutes, ça tient pendant 8 minutes, et puis tu l'aperçois que quand la fatigue, les exclusions, les rotations qui sont moins performantes, puisque Marseille a 13-14 joueurs qui sont de niveau sensiblement équivalent, tout d'un coup tu prends un éclat et tu finis 3 périodes 17-4. Donc c'est quand même très, 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 très cher. Et Marseille sait que plus le match dure, donc les chances de passer, ils sont pas inquiets quand ils sont à -1 fin de première. Marseille, ils savent que ça va finir par passer. Et le problème, c'est que quand ça passe, il y a eu un 8-0, il y a eu un partiel de 8-0 à un moment donné, je crois, de 9-7 à 17-7. Donc Aix a résisté avec ses moyens. On peut évidemment pas comparer les moyens des deux formations, hein, mais Aix a résisté jusqu'à ce qu'il puisse plus résister. Et là, c'est un peu l'avalanche. Et le score final est dans la lignée. Aix a joué des équipes européennes d'un calibre inférieur à Marseille et puis a fini à -12, -13. Donc là, écoute, c'est dans la lignée un peu de ces rencontres-là et pas grande surprise sur le résultat final. Ouais, Marseille, on peut considérer comme Marseille comme une équipe effectivement européenne, hein, puisqu'ils vont attaquer leur saison dès ce soir, mardi 14 octobre. Au niveau des effectifs, on a quand même un effectif assez costaud côté Marseille, hein. Bon, on sait que l'équipe est costaud tout court, mais là, on avait quand même Tesanovic, Laroumbé, Nagy, Drazovic, Kalogeropoulos qui était présent au niveau des étrangers. Et puis, côté français, le capitaine Hugo Couzilla était là, Thomas Vernou, Alexandre Bouet. Enfin, voilà, un effectif assez complet avec aussi Andrea Denardi et Loris Canovas. Donc, on sent que C'est la dernière. voilà, Oui, c'est la dernière répétition. La dernière répétition avant le premier match de Coupe d'Europe. On sait très bien que l'objectif cette année de Marseille, même si le titre national, comme nous l'avait dit Frédéric Audon, est une priorité, on ne va pas se mentir quand même.
Je ne vais pas dire qu'il est acquis parce qu'en sport, rien n'est acquis justement, mais là quand même il y a un écart considérable entre Marseille et ses concurrents. Donc je pense que le titre sera dans la poche à la fin de la saison et donc la vraie échéance pour Marseille, ce sont les matchs de Champions League et donc comme tu l'as dit, ils jouent ce soir contre Hanovre. Alors c'est une entrée en matière un peu douce parce que Hanovre n'est pas un ténor, ni un cador en Europe, mais ça reste quand même un match de Champions League. Milo Stepanovic avait certainement besoin de faire une dernière revue d'effectifs dans la configuration optimum. Il avait mis Spahic et Gadamassi au repos et écoute, ils vont réintégrer, je suppose, l'équipe pour ce match-là au Catalan mardi soir. Ouais, alors j'ai pas eu des infos, mais jusqu'à présent, ils étaient blessés. Donc, est-ce qu'ils seront sur la feuille de match pour ce premier match? On suivra ça de près. Côté Aixois, le japonais Ogara a su se mettre en valeur avec 3 buts. Accompagné par le Turc Yılmaz, Bres Fernandez, 1 but, Matteo Lena qui inscrit contre son ancien club 1 but, Cavano 1 but et Lucas Béteille 1 but. On passe au deuxième match de cette soirée. Donc, deuxième match qui voyait s'affronter Nice, qui recevait Bordeaux. Donc, grosse victoire pour les Niçois. Donc, c'était important pour eux de gagner contre le promu. Et on l'a suffisamment aussi souligné, on voit l'écart qu'il existe entre les deux divisions, puisque Nice s'impose 18-8. Après avoir mené à la mi-temps 9-3 notamment, une troisième période un peu plus serrée, 4-3 et finalement Nice qui déroule enfin 5-2 et donc victoire obligatoire, je dirais presque, et précieuse pour Nice qui se rassure face au promu Bordeaux. C'est là que ce qu'on dit par rapport à la marche qu'il y a entre la N1 et l'élite se vérifie. Bordeaux qui a fait, hormis Douai l'année dernière, quasiment un cavalier seul dans la division et qui, au contraire de Nice, qui a quand même grandement souffert l'année dernière en élite, tu vois qu'il y a 10 buts d'écart à l'arrivée quand même. Donc il y a un écart physique, technique, de déplacement entre ces deux divisions-là. Et puis, comme tu l'as dit, Nice a battu les 2 promus pour l'instant, Douai à Douai, ce qui est pas une mauvaise chose parce que je pense que Douai progressera au fur et à mesure de la saison. Et puis Bordeaux, donc écoute, pour l'instant, ils ont joué les 2 premiers, Marseille-Strasbourg, et ils ont joué les 2 promus. Ils ont 6 points au compteur, c'était le cahier des charges, et pour l'instant, ils sont dans les clous de ce qu'ils devaient faire. Oui, complètement. Et Ballas, qui avait fait une bonne fin de saison à Nice et qui avait permis de remporter quelques victoires pour pas finir à la dernière position, donc qui s'illustre avec 5 buts, suivi de Manatea Mathieu, 4 buts. Voilà pour les principaux buteurs côté niçois. Je ne vais pas tous les passer à chaque fois en revue. Côté Bordeaux, on a Nestor Lachenot, donc le fils du président, qui met 2 buts, et Raphaël Gonzalez, 2 buts. Après, voilà, c'est un peu faible sur ce match-là. Bordeaux qui va avoir une saison, je pense, difficile et qui va avoir du mal à éviter la cuillère de bois. Troisième match de cette soirée, donc on avait un Strasbourg 7. Et là, ça confirme un peu les forces en présence. Strasbourg qui s'impose largement 20-9. Pareil, 9-4 à la mi-temps et puis 6-1 dans la troisième. Donc ça coûte cher aux joueurs sétois, dont on a appris qu'il leur manquait deux joueurs dans leur effectif, 2 étrangers. Donc la pointe brésilienne et le gaucher serbe, il me semble. Donc qui sont absents et qui ne devraient pas tarder à revenir. Donc on verra si 7 avec le nouvel apport de ces 2 joueurs pourra resserrer les matchs et en gagner quelques-uns pour se repositionner dans le championnat. Il me semble que le gaucher serbe a joué à Strasbourg, mais la pointe brésilienne, non. Apparemment, il y a un problème de visa pour les joueurs extra-communautaires. C'est toujours un peu plus compliqué. Et puis, écoute, score logique. Il n'y a pas grand-chose à dire. 7 va batailler comme beaucoup d'équipes pour les places d'honneur.
est bien malin, qui peut pronostiquer entre tu peux finir 4e ou 8e, parce que ça va se jouer, à mon avis, dans un mouchoir de poche et le moindre faux pas sera, compliqué à rattraper. Donc écoute, Strasbourg qui fait le boulot, hein, qui est à 4 matchs, 4 victoires, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc qui préparera son échéance, contre Marseille, contre Aix d'abord la semaine prochaine, hein. Il se déplace à Aix, la semaine prochaine. Donc ce sera le vrai choc de cette journée et puis ensuite, bah, écoute, on verra. Pour moi, c'est la seule équipe capable de, on va dire d'accrocher, mais de batailler quand même un petit peu avec Marseille sur un match, mais ça sera quand même compliqué pour eux. Donc écoute, ils font le job, ils gagnent les matchs qu'on leur propose et tant mieux pour eux. Radosevic, hein, donc, qui a bien joué ce match-là et qui a été quand même précieux puisqu'il marque 3 buts. Côté Sétois et côté Strasbourgeois, on a toujours un peu l'homme en forme du moment, Steven Vitran, qui marque 4 buts. Donc, l'année dernière, c'était Popadic qui avait fait un très gros début de saison. Et cette année, c'est Steven Vitran qui prend ses responsabilités et qui, une nouvelle fois, aide bien son équipe à avancer et à s'imposer dans ce match, suivi par un trio Gardasevic, Benux et Mas qui marquent 3 buts chacun. Et je veux dire le jeune encore Mehdi Aaron, donc c'est le plus vieux des deux, il me semble, qui est aussi assez régulièrement présent dans les matchs strasbourgeois, donc qui prend sa place et qui inscrit des buts. Quatrième et dernier match donc de cette soirée et je dirais presque le plus intéressant. Enfin, sur le papier, pas forcément, puisque Douai était l'équipe promue. Et on a Montpellier qui arrive à s'extirper, je dirais, presque d'un mauvais pas, malgré une première période assez convaincante, puisqu'il s'impose 7-2. Mais dans la deuxième période, il voit Douai revenir, puisque Douai s'impose dans cette deuxième période 6-2. Donc Montpellier qui a soufflé vraiment le chaud et le froid dans ce match. Et surtout qui a retrouvé un petit peu aussi son capitaine Musture qu'on n'avait pas vu trop encore sur ce début de championnat et qui, sur ce match-là, a pris un peu plus ses responsabilités. Donc 18-14 pour Montpellier. Et ça aurait pu tourner peut-être un peu plus à l'avantage de Douai, mais l'expérience montpelliéraine en élite, je pense, a fait la différence dans ce match. Ouais, Christophe, une physionomie de match assez étrange, hein, puisque Montpellier mène 6-1. Donc 6-1, tu te dis que bon, pas dire le plus dur est fait, mais 6-1, ça commence quand même à peser. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves à 8-8, puisque Douai a su grandement réagir, à recoller, à égaliser. Et puis là, tu te dis que le match que tu croyais un petit peu acquis est en train de te filer entre les doigts. Et c'est pas toujours facile de réenclencher la marche avant quand tu te fais rattraper comme ça. Montpellier, je pense, à l'expérience, comme tu l'as dit, a réussi à se sortir de ce mauvais pas. Et écoute, je veux pas dire que c'est encourageant pour Douai, mais Douai, au moins, Yann Clay pourra retirer tout ce que ses joueurs ont fait pour revenir, la force de caractère pour revenir à 8-8. On avait vu qu'ils avaient, dans leur victoire à Bordeaux, ils étaient menés 8-5 à 6 minutes de la fin et puis, ils avaient mis un sacré coup de collier pour passer devant et infliger un 4-0 bordelais qui leur avait permis de décrocher un succès, super important. Là, tu vois, alors il faudra, certainement gommer les débuts de match un peu ratés, mais au moins ils ont cette force de caractère de s'accrocher, de ne pas renoncer et de revenir. Donc c'est un bon point pour eux et puis, peut-être que le jour où ils démarreront leur match, avec un débours différent d'un -5, ils pourront peut-être ambitionner. C'est difficile de revenir d'un -5 et de gagner les matchs. Ils pourront peut-être ambitionner des résultats plus positifs, mais en tout cas, c'est pas une défaite infamante du tout de Douai. Non, et puis bon, je pense qu'ils pourront peut-être s'appuyer aussi sur ce match-là pour construire la suite et justement aller chercher des victoires peut-être surprises. On l'espère pour l'intérêt du championnat.
Donc Mustur, hein, je le disais, qui a pris ses responsabilités, il marque quand même 7 buts dans ce match, donc voilà, on l'avait plus trop vu, mais là, en tout cas, il s'est, allez, j'allais dire un peu réveillé, c'est pas forcément le bon terme, mais voilà. Stojanovic, qui commence à prendre bien sa place dans cette équipe montpelliéraine, il en met encore 3 ce soir. Et côté Douai, ben, on a le buteur vedette du côté de Douai, Michel, qui en met encore 3. Donc on sait que c'est leur âme offensive numéro 1 et bah, ça se confirme. Je voulais saluer un peu quand même Montpellier. Bon, le match était diffusé sur Facebook. Et bah, c'est quand même, je trouve, plus qualitatif que ce qu'on voyait l'année dernière, puisqu'il y a à peu près, je pense, au moins 3 caméras. En tout cas, on a un plan large où on arrive à voir tout le champ de jeu, et un peu comme à Strasbourg, en fait. Et après, on est devant les buts, et avec un commentateur, donc c'est pas désagréable à suivre. Donc bah, j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie, et que les diffusions, et qui seront aussi suivies par d'autres, pour ceux qui diffusent pas forcément les matchs, et qu'on aura la chance prochainement de pouvoir regarder tous ces matchs en direct ou en différé sur les différents réseaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, pourquoi pas Sportall, mais voilà, c'est toujours bien pour les passionnés que nous sommes, de pouvoir suivre ces matchs à distance. Avant de basculer sur la Nationale 1, je te propose de faire un petit point de classement rapide, quand même, même si toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs. Mais on a quand même donc Strasbourg premier, 4 victoires, 4 matchs, 4 victoires. Marseille, 3 matchs, 3 victoires. Donc c'est les 2 seules équipes qui restent invaincues déjà dans le championnat. Suivi par le Pays d'Aix, donc 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Nice, dont on l'a dit, 2 victoires, 2 défaites. Montpellier 5e, 1 victoire, 2 défaites. 7, pareil. Douai également. Donc on a 3 équipes avec le même nombre de matchs, le même nombre de points et le même nombre de victoires-défaites, mais avec des différences de buts différentes. Et ensuite, on a 2 équipes qui n'ont pas encore gagné, donc Taverny avec 2 matchs, 2 défaites, et Bordeaux, 3 matchs, 3 défaites. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'élite masculine. On passe sur le seul championnat complet pair en France qu'on a, la Nationale 1. Premier match, donc Givors qui recevait Saint-Jean d'Angély. On évoquait un peu les difficultés de Saint-Jean d'Angély dans ce championnat, et je pense que ça se confirme, et ça va peut-être se confirmer au fil des matchs. Ça ne sera pas les seuls, mais en tout cas, Saint-Jean qui est défait à Givors 23-9. Ouais, quand même, score sévère, à -15, à -14 exactement. Je prévoyais des victoires de Givors, mais l'écart est abyssal. Donc Saint-Jean, comme tu l'as dit, va être en souffrance cette année. Ils étaient déjà en souffrance l'année dernière. Et puis, bah écoute, Saint-Jean perd de son lustre quand même, hein. Ça a été un club, qui a été qui a fini 3e du championnat, qui a fait des coupes d'Europe et qui a produit des joueurs quand même de très très bon niveau. Et puis bah là, écoute, c'est beaucoup plus difficile pour eux, et quand même -15 à Givors, qui est pas un cadre de la division, c'est quand même beaucoup. Et puis bah, Givors, après sa défaite à Monaco, qui avait besoin de gagner et de marquer son territoire, j'allais dire, à domicile, et qui l'emporte très sèchement quand même contre Saint-Jean. Ouais, et Givors, quand même, à domicile, qui a reçu Saint-Jean uniquement avec 11 joueurs. Donc peut-être quelques joueurs blessés ou forcément indisponibles, mais en tout cas que 11 joueurs à domicile, c'est pas un gros effectif côté Givordin. Deuxième match, Monaco-Moulins, et là, bon, c'est un peu le grand écart du championnat, 22-2, après un 9-0 encaissé par Moulins. Compliqué, hein, compliqué ce match pour Moulins, difficile à commenter d'ailleurs. Ouais, bah, écoute, Moulins, ils nourrissaient pas non plus des ambitions, c'est pas le match sur lequel, ils peuvent compter pour glaner des points. Monaco, qui enregistrait la présence de Louis Lantéry-Minet, leur gaucher, qui fait pas tous les matchs. Et puis, bah, écoute, ouais, score logique, 22-2. Je me rappelle plus du score qu'il y avait eu l'année dernière, mais je crois que ça avait été large, très large même aussi. Monaco qui déroule son jeu, qui pour l'instant, alors n'a pas rencontré, j'allais dire, de grosses équipes du championnat, puisqu'ils ont joué, de mémoire, l'INSEP
là, Moulins et puis Givors. Donc pour l'instant, c'est un début de championnat qui leur permet de se roder et tout ça, hein. J'ai souvent parlé des 3 départs majeurs quand même de leur équipe et de l'arrivée de Théo Barzottelli. Donc ça permet à Manuel Aversan de travailler sur des matchs où le résultat, je ne vais pas dire est acquis, mais le résultat est quasiment acquis. Donc ça lui permet de pouvoir faire tourner, de préparer les matchs un peu plus difficiles qui vont se présenter à eux. Mais en tout cas, écoute, ils font ce qu'ils ont à faire, hein, 3 matchs, 3 victoires. Donc ils continuent dans la même veine que l'an passé. Comme je disais tout à l'heure pour l'élite féminine, donc on avait Toulon choisi une seule buteuse. Là, on a un seul buteur côté Moulins, Noah Di Fraja, qui marque les 2 seuls buts de son équipe. Et côté Monaco, on a 2 joueurs qui ressortent un peu plus. Donc Lucas Barmat, qui est le meilleur buteur monégasque depuis le début de saison, et Maximilian Malichev qui en met 4. Troisième match de cette journée 3 National 1. Donc là, on avait Choisy-le-Roi contre La Rochelle et victoire de Choisy à domicile 19-15. Oui, Christophe, écoute, un match intéressant parce que, alors même si la victoire de La Rochelle à l'INSEP sur un score très large n'avait pas été significatif, parce qu'on verra un peu plus tard que l'INSEP, il y a des explications. Ces 2 équipes-là jouaient en N2, il y a l'année dernière pour La Rochelle et puis il y a 2 ans pour Choisy. Et écoute, Choisy reste maître à domicile dans un match important pour eux, hein. Choisy va s'évertuer à mettre derrière lui le Racing, Moulins, Saint-Jean, Givors et donc La Rochelle pour finir en milieu de tableau. Je pense que c'est l'ambition du club parisien. Donc écoute, il leur fallait battre La Rochelle à la maison, ils l'ont fait 19-15. Je ne vais pas dire que c'est un train qui arrive à l'heure, mais Choisy était favori et Choisy confirme son statut de favori. Et puis La Rochelle, c'est -4, c'est pas non plus... ils montrent quand même qu'ils ont le niveau de cette division-là, ils sont pas à la rue du tout. Et puis intéressant la perspective de la suite du championnat. Oui, et surtout qu'il y avait 7-7 à la mi-temps quand même. Donc La Rochelle qui pourra peut-être embêter quelques équipes dans ce championnat national 1. On avait aussi donc un Marseille-Arnes, donc Arnes qui avait réussi à battre d'un but Mulhouse précédemment, là qui se déplaçait à Marseille. Donc le match avait lieu juste après le match élite et les jeunes Marseillais s'imposent 21-13 après avoir mis quand même un 8-2 en deuxième quart-temps. Marseille, les jeunes pousses, ceux qui ne peuvent pas accéder à l'équipe d'élite, mais qui sont l'espèce d'antichambre et de réserve un petit peu de l'équipe première, mais qui s'entraînent évidemment de manière très assidue, gagnent dans un match une rencontre assez logique. C'est quand même une équipe qui vient de N2, qui met 8 buts à une équipe qui avait fini 5e, il me semble, l'an passé. Donc ça montre quand même le travail de formation qui est effectué et de préparation de jeunes qui ont le niveau, que ça soit athlétique, de déplacement, de shoot et de finition et tout ça. Donc Marseille l'emporte sur un score assez large, mais assez logique au vu de l'écart de talent entre les 2 équipes. Des buteurs concentrés, puisque côté Arnes, on a quand même 11 buts consacrés sur 2 joueurs, donc Mathis Baouche qui en met 5 et Mathieu Almuzara qui en met 6. Sur l'ensemble du score, pèse un petit peu. Et côté marseillais, donc c'est concentré essentiellement sur 3 joueurs, donc Dario Danowski, Audouin de Rivières, donc qui avait fait des apparitions en élite. Donc Dario Danowski, rappelons-le, ancien monégasque, donc ils en mettent 5 chacun, accompagné par Lilian Michel qui en met 6. Donc on a quand même aussi 16 buts sur 3 joueurs sur les 21. Donc une marque qui a été extrêmement concentrée. 5e match, et on l'avait évoqué, il me semble, dans l'épisode précédent, donc un Livry-Mulhouse, un duel de prétendants aux premières places, voire à la montée en élite. Donc match intéressant, et Livry-Gargan qui s'impose 19-14 contre Mulhouse.
À noter que pour l'Ivry-Gargan, on n'en avait pas parlé, mais on a Jakub Novacek qui a rejoint l'Ivry-Gargan en début de saison, qui l'année dernière a évolué à Taverny, qui est aussi membre de l'équipe de France U18. Et on connaît les bons résultats qui ont été faits cet été au championnat d'Europe à Oradea. Et donc, dans l'équipe entraînée par son papa, l'Ivry s'impose contre Mulhouse. Mulhouse, 2 défaites d'affilée. Pour un prétendant, je pense que c'est pas ce qu'ils avaient prévu. On sait qu'on a un vrai championnat de vitesse dans cette division-là. Et puis, Mulhouse qui nourrit quand même des ambitions. Alors, à sa décharge, qui a enregistré le départ de son joueur majeur et canonnier Ivetic, qui a quitté Mulhouse pour aller rejoindre Thionville dans une division inférieure en N2, qui a changé d'entraîneur aussi. Mulhouse voyage l'année dernière, ils ont gagné à Monaco l'année dernière, mais ils ont du mal à aller glaner des points à l'extérieur. Là, ils perdent à Arnes et à Livry. S'ils veulent ambitionner quelque chose dans le championnat, il faudra qu'ils les battent à la maison, les deux, pour pouvoir rattraper ce débours initial. Livry, qui est toujours, on l'avait dit, qui est toujours dur à jouer à la maison, toujours une équipe accrocheuse, voire plus, et qui s'en sort très bien. 5 buts, c'est quand même une marge significative, et donc Livry fait le job en écartant provisoirement un candidat. Oui, les frères Lassès côté Livry-Gargan, toujours important dans ces victoires, puisqu'ils marquent 3 buts chacun. On pouvait les mettre en avant dans ce match. Et enfin, donc, je l'avais gardé pour pouvoir faire la transition ensuite. On avait un INSEP Racing Club de France. Et là, écart plus qu'important, puisque le Racing s'impose 38-9. Donc là, j'ai quand même donné aussi, on voit l'ampleur du score, mais les scores par période, 10-4, 10-1, 7-3, 11-1. Donc, nouvelle grosse défaite pour l'INSEP. Peut-être tu peux nous expliquer, parce que je crois que tu as des infos, Frédéric, sur justement la composition de cette équipe, puisqu'ils ont joué encore à 7 uniquement, et qui peut expliquer en partie cet écart important. On s'interrogeait un petit peu au vu des écarts, notamment contre La Rochelle, 33 buts. Là, ils en prennent 38. Ils ont pris 100 buts en 3 matchs. Donc, en fait, l'INSEP, le projet INSEP était ouvert il y a 15 joueurs, donc 15 qui ont été inscrits au 1er septembre à l'INSEP. Sur les 15, il y en a 6 qui ont été exclus par mesure conservatoire après 15 jours, pour principalement des mauvais comportements et des soucis de discipline, entre eux, malgré les remontrances du staff, de Lucas Heurtier. Écoute, ils n'ont pas tenu compte des avis et des avertissements qui leur avaient été donnés. Ils ont perduré dans ces attitudes un peu néfastes, et donc ils sont passés dans un conseil. Il y en a 6 qui ont été exclus à titre conservatoire jusqu'à ce que le conseil de discipline se réunisse. Donc 6 exclus, on est passé donc de 15 joueurs à 9 joueurs. Le conseil de discipline s'est réuni mercredi dernier. Il y a 2 joueurs qui vont être réintégrés le 3 novembre, et il y a 4 autres joueurs qui sont exclus pour 1 an. Donc 1 an, ça veut dire grosso modo, donc ça veut dire pas de saison, et je doute qu'ils remettent un jour les pieds à l'INSEP. Donc de 15, on est passé à 9. On repassera à 11 le 3 novembre, mais pour l'instant, ils sont 9. Sur les 9 joueurs qui restaient, il y avait un gardien et 8 joueurs de champ. Le gardien, sur un entraînement en élite, il y a 8-9 mois, il s'est blessé, il avait des douleurs, et puis il a fait des examens au centre médical à l'INSEP. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'il avait une fracture avec un arrachement. Je suppose que c'est un doigt. Et donc, écoute, il a été bloqué. C'est-à-dire que Lucas Heurtier, évidemment, l'a mis de côté, et ce joueur se fera opérer cette semaine. Donc, 15 moins 6 égale 9, 9 moins 1 égale 8. Il restait donc 8 joueurs, dont pas de gardien. Le 8e joueur qui a joué, écoute, sur le 2e entraînement, la poisse continue, a eu un tympan, a eu un gros souci au tympan. Lui, il a 1 mois d'arrêt, donc il n'a pas pu jouer, ce qui fait qu'effectivement,
Ça, plus ça, plus ça, ça nous amène aux fameuses feuilles de match à 7 joueurs, donc pas de gardien. Donc ça tourne un peu dans la cage, alors je ne sais pas si c'est sur la base du volontariat ou peut-être qu'un joueur qui a pris 2 fautes à ce moment-là dans le jeu, tout d'un coup, il va dans la cage parce que pour éviter une 3e faute, ils ont fini un match à 6. Je crois que c'est contre La Rochelle. Et puis écoute, pour pallier à ça, il y a un nouvel appel à candidature qui a été fait, qui a été lancé par la FFN pour proposer des nouveaux tests à des nouveaux candidats et nouveaux candidats qui pourraient éventuellement rejoindre le collectif de l'INSEP le 3 novembre. Peut-être que sur la première sélection de 15, ils avaient peut-être, je ne sais pas, 22, 23 candidats. Et sur les 8 retoqués, il y en a peut-être qui vont repostuler pour réintégrer le centre. Big news! Boost Mobile is now sending experts nationwide to deliver and set up customers' new phones at home or work. Wait, we're going on tour? Not a tour. We're delivering and setting up customers' phones so it's easier to upgrade. Let's get in the tour bus and hit the road! No, not a tour bus. It's a regular car we use to deliver and set up customers' phones at home or work. Are you a groupie on this tour? We deliver and set up phones. It's not a tour. Oh, you're definitely a groupie. Introducing Store to Door. Switch and get a new device with expert setup and delivery wherever you're at. Delivery available for select devices purchased at boostmobile.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Mais évidemment, ce sont des facteurs grandement impactants qui expliquent en partie, en grande partie, les résultats jusqu'alors un peu catastrophiques de l'INSEP. Donc écoute, on va voir l'évolution. Lucas Heurtier va passer de 7 à 9 quand les deux seront réintégrés le 3 novembre. D'ici là, il reste encore des matchs, donc il va être encore en souffrance dans ces matchs-là. Et puis, il va passer de 7 à 9. Il va récupérer vraisemblablement ses 2 blessés, donc de 9 à 11. Et puis, en espérant pour lui que des joueurs qui ont été retoqués ou des joueurs qui ne s'étaient pas présentés au début acceptent la place et viennent étoffer un petit peu l'effectif. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'INSEP de cette année. Ouais, comme on disait quand même la semaine dernière, c'est vrai que c'est dommage que ce projet-là, peut-être du coup par le comportement de ces jeunes joueurs, prennent vraiment du plomb dans l'aile et presque remettent un peu en question à long terme. Bon, à long terme peut-être pas, mais en tout cas à court terme plutôt, le projet, parce que si ça va pas être évident d'aller recruter des joueurs supplémentaires, sachant que les joueurs sont scolarisés, ils ont déjà le projet peut-être au sein de leur club et que c'est déjà organisé. Donc intégrer comme ça au mois de novembre ou peut-être un peu plus tard l'INSEP, c'est pas forcément évident. Donc on suivra ça aussi de près. Mais c'est quand même dommage que ce projet-là n'ait pas plus de consistance pour le moment et que, j'allais dire, je vais faire quand même des raccourcis, mais ça illustre bien la situation de notre water-polo national. Hein. Ça fait partie des nombreuses interrogations qu'on peut avoir sur son déroulé et son organisation. Mais Christophe, au-delà de ça, c'est le timing aussi qui a posé problème. C'est-à-dire que la réunion, alors j'ai plus les dates, donc la réunion pour... 20 juin, je crois que c'était. Le combien ? 20 juin, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, il fallait donner sa réponse 4 jours après, sans connaître forcément les modalités, sans connaître le staff, puisque Lucas Heurtier, de mémoire, il a été nommé après l'appel à candidature. Donc, envoyer ton gamin loin dans un truc où tu as 4 jours pour donner ta réponse, tu connais pas l'entraîneur et tout ça. Donc, je pense que c'était bancal un peu au début. Bon, après, il y a des aléas qui font que je suis d'accord avec la décision. C'est pas parce que tu n'es pas nombreux qu'il faut garder des mecs qui n'ont pas le comportement adéquat et qui mettent le bordel. Donc, ça, je suis d'accord. Maintenant, on va laisser la chance, puisque... écoute, c'est un projet. L'INSEP, c'est pas un projet de club à court terme, c'est un projet à long terme.
Donc écoute, ils ratent leurs 3 premiers matchs de championnat avec ces circonstances-là. On verra la suite, des opérations, mais c'est sûr que, la fédé, a de multiples aspects et quand même un peu dans l'improvisation. On aimerait que ça en soit autrement, mais c'est comme ça. Donc faut s'adapter. Ouais, à suivre tout ça. Avant de passer, donc on a un petit match de Coupe d'Europe, mais avant de passer à la Coupe d'Europe, une info qu'on a vu passer aussi cette semaine, ça concerne le club de Noisy-le-Sec et Noisy-le-Sec qui continue, je vais dire un peu, je vais y aller un peu fort, mais qui continue sa descente aux enfers, puisque on a appris que en fait l'équipe du coup n'était plus engagée dans le championnat national 2 suite à des problèmes de paiement apparemment vis-à-vis de la fédération. Peut-être tu as quelques infos, Frédéric? Alors j'ai pas d'infos et je veux pas dire de bêtises, mais alors effectivement, on a eu le communiqué comme quoi, il y avait des dettes fédérales. Donc les dettes fédérales, à mon sens, elles peuvent venir de trois origines. Soit tu ne payes pas tes frais d'engagement, tu es en retard de frais d'engagement. Je pense pas que la fédé, ait fait crédit à Noisy les années précédentes de leurs frais d'engagement. Donc soit il te manque les frais d'engagement, tu es pas en capacité de payer les frais d'engagement pour la saison à venir. Les frais d'engagement en N2, c'est de 7 500 €. Donc Noisy, ne serait pas, tout est au conditionnel, en capacité de payer les 7 500 €. Soit les dettes fédérales, ça peut être des amendes que tu as eues, que tu n'as pas, honorées, donc et la fédé, au bout d'un moment, dit stop et t'empêche de t'inscrire dans le championnat. Ou bien alors, ça peut être des frais de transfert, des indemnités de transfert puisque, Noisy, du temps de sa splendeur, avait pris des joueurs dans d'autres clubs, hein, Docarmo, Comet, Hansen, Rémi Saudadier, Rémi Garceau, enfin, je ne vais pas tous les citer, plus les étrangers, hein, Krapic, tout ça, Bowen. Donc, tu dois, quand tu prends un étranger, payer une indemnité à la laine. Et quand tu prends un joueur dans un club français, tu dois aussi verser une quote-part et à la fédé et au club formateur. Donc, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je pense quand même que si la fédération prend cette décision quand même assez radicale, hein, alors ça ne veut pas dire que Noisy ne participera pas du tout au championnat. Peut-être que s'ils se mettent dans les clous, ils peuvent être réintégrés et puis, tu sais, on n'est pas à 2 ou 3 matchs de championnat en retard près, hein, ils peuvent rattraper le coup. Si Noisy ne venait à pas s'engager, ça peut être éventuellement une, porte d'accès à l'INSEP dont on venait de parler, de joueurs parisiens qui, n'ayant pas de club, se disent: «Finalement, j'intègre l'INSEP parce que c'est ça ou rien». Mais en tout cas, écoute, c'est un peu malheureux parce qu'on est parti d'une équipe, finaliste du championnat de France, à une équipe qui avait fait des résultats très honorables en Coupe d'Europe, à une équipe qui a pas pu s'engager, mais à la différence de Tourcoing, était repartie en N2. Les joueurs avaient été payés et cetera, d'après les infos qu'on avait. Et puis, là, écoute, en N2, tu peux pas suivre. J'avais été un petit peu interpellé, même si ça a peut-être rien à voir, mais par le départ de Rémi Garceau, qui était l'entraîneur de Noisy, chez les garçons et qui est parti, à Nancy entraîner les filles. Et puis, là, écoute, c'est un peu un coup de tonnerre parce que, Noisy faisait partie, même si les résultats étaient pas fantastiques, faisait partie quand même des équipes un peu phares de ce championnat de N2. Et puis, alors, écoute, on espère qu'ils trouveront une solution. 7 500 €, je ne sais pas de combien on parle, au total, mais ça serait dommage quand même que la fameuse grue, de Noisy, ne réintègre pas, le polo. Et quand tu réintègres pas une division, c'est compliqué parce que là, c'est pas, si tu redescends d'un étage et tu vas en N3, tu dois toujours de l'argent à la fédé. Donc ce que la fédé te refuse en N3, en N2, et ils te le refuseront vraisemblablement en N3. Donc la situation est assez quand même grave. Et écoute, on aura peut-être des développements à suivre bientôt, mais c'est pas terrible, terrible. Non, non, donc Noisy, ouais, qui continue, à s'enfoncer et c'est à suivre. Je fais juste un parallèle, mais parce que ça date pas de 10 ans, mais l'héritage quand même post-olympique, il faudra quand même se pencher quand même là-dessus, est extrêmement, préjudiciable et extrêmement coûteux pour notre sport puisque, dans cette folie financière, on compte maintenant plus souvent les cadavres que les réussites.
et tu t'aperçois que Tourcoing a frôlé la correctionnelle, ils se remettent petit à petit en selle, mais ils ont frôlé la correctionnelle, que Reims n'a pas survécu et que Noisy est en train de suivre un petit peu le même chemin et on avait un championnat beaucoup plus dense avant et là quand même, au prix d'une campagne olympique qui a aveuglé un petit peu tout le monde, on a mis notre sport grandement en danger. C'est quand même pas satisfaisant. On peut pas satisfaire de cette campagne post-olympique avec des clubs qui disparaissent. Ouais, après, c'est aussi général, hein, ça touche pas que le polo, hein, l'héritage olympique dont on a beaucoup parlé. Tous les plus grands sportifs en parlent et on voit bien que le sport n'est plus considéré et que presque, j'allais dire, cette poudre aux yeux hein, qu'on a eue et ces paillettes qu'on a eues lors des Jeux olympiques, malheureusement, la chute est difficile et pas que pour le polo. Il y a pas que, et je voulais pas que pour le polo, mais je regarde les autres sports, je vois pas des clubs disparaître. Hein. Donc, il y en a, mais où en individuel, ça devient très compliqué pour eux aussi. En individuel, d'accord, mais tu prends moi je parle des clubs qui disparaissent en élite. Je regarde le basket, le volley, le hand, j'ai pas vu de club disparaître. Et des clubs, a fortiori, des clubs du haut du panier. Le hand, tu as toujours le PSG, tu as Nantes, tu as Montpellier, tu as toujours des clubs. Là, on parle de clubs, Noisy était finaliste. Hein. Donc, et Reims était européen. Donc, il n'y a pas de similitude. Il y a des difficultés, je suis d'accord, mais des difficultés qui n'amènent pas jusqu'à la disparition. Il y en a en volley féminin. Moi, j'ai 2 exemples en volley féminin, notamment en Venelle, par exemple, effectivement, à proximité d'Aix-en-Provence. Every day there's a new challenge to face. So meet Trimble, the technology company that connects your physical and digital worlds, allowing you to make decisions and take intelligent action to get the hard work done. And the best part, you can do it all faster than you've ever thought possible. Check them out at Trimble.com. You ready to turn data points into decision points or turn deadlines into finish lines? How about turning possibilities into profits? Then turn to Trimble. Take control of the numbers and supercharge your small business with Xero. That's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing. 87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit Xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply. Donc, il a vécu quelques années au-dessus de ses moyens et qui du coup, s'est écrasé et pour l'instant, ça leur coûte très cher. Je voulais rebondir sur ce que tu as évoqué aussi, Reims, puisque en fait, Reims renaît aussi un peu de ses cendres, hein, enfin, n'avait pas renouvelé son équipe en élite, mais a toujours une équipe de water-polo, donc il repart en National 3, je crois, avec des jeunes. Donc, le projet de water-polo à Reims n'est pas éteint. Donc, Tant mieux. Donc il va mettre du temps, je pense, à se relever. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent du côté de Reims. Avant de passer sur la Coupe d'Europe, je voulais aussi revenir sur une info qui s'est confirmée juste après qu'on ait diffusé notre épisode il y a 2 semaines. C'est donc, on a bien la confirmation officielle de la fédération que Vico Kobechak est l'entraîneur de l'équipe A masculine de water-polo pour disputer les championnats d'Europe qui auront lieu à Belgrade au mois de janvier. Et on a côté féminin, donc Lorraine Duranty, qui prend le poste d'entraîneur aussi, donc côté féminin, et qui encadrera donc l'équipe de France féminine pour aller au championnat d'Europe aussi au mois de janvier, qui, elles, iront à Funchal. Voilà, donc ça se confirme. Donc ce qu'on avait dit un peu au conditionnel, donc, était vraiment les bonnes informations, même si on n'a pas encore le détail de l'adjoint, mais vu la source, ça devrait se confirmer sans problème. Je te propose donc de parler de ce fameux match de Super Coupe d'Europe qui voyait s'affronter les deux plus grosses pour moi équipes forcément européennes depuis quelque temps, donc Ferencváros Budapest, donc les Hongrois, contre Kroreco en Italie. Avant de donner le résultat, sur les 21 dernières éditions, 20 fois le
Le vainqueur de la Champions League a gagné contre le vainqueur de l'Eurocup. Est-ce que ça s'est concrétisé? Frédéric, à toi de nous détailler tout ça. Alors oui, la stat est vertigineuse, hein, ça montre l'écart aussi qu'il y a entre le champion d'Europe, puisque pour moi, le vainqueur de la Ligue des champions, c'est le champion d'Europe. Le vainqueur de l'Eurocup, il n'est pas champion d'Europe. Alors, la donnée qui change un tout petit peu quand même cette année, c'est que le vainqueur de l'Eurocup, c'est Recco. Donc Recco, c'est la première fois d'ailleurs qu'il faisait l'Eurocup. Donc ça nous laissait quand même augurer d'un choc, un choc majeur. Alors l'Eurocup, pour faire un peu d'histoire, elle existe depuis 1976. Elle a opposé jusqu'en 2002 le vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec le vainqueur de la Coupe des coupes. Et puis la Coupe des coupes disparaissant en 2002, on a transformé ça en vainqueur de la Ligue des champions contre le vainqueur de l'Eurocup, le LEN Trophy, ce qu'on appelait à l'époque, comme tu l'as dit, la stat penche grandement en faveur du vainqueur de la Ligue des champions. Avant cette compétition, Recco était en haut du palmarès avec 9 titres. Ils ont gagné 9 fois la Super Coupe d'Europe. Et puis, le club dauphin, c'était Ferencváros, qui avait 5 titres. Et on allait voir si on allait passer à 10-5 pour Recco ou à 9-6. Et puis, écoute, c'était à Budapest. Donc, la difficulté aussi, très souvent, c'est que souvent, la Super Coupe d'Europe se déroule chez celui qui a gagné la Ligue des champions. Il y a des exceptions. À Marseille, quand Marseille gagnait l'Eurocup, ils avaient reçu aussi Ferencváros à la maison à Marseille, où ils avaient été déjà à 2 doigts de l'emporter. Ils menaient 8-4, je me souviens, j'étais au match. Et puis là, écoute, constellation d'étoiles et de stars dans ce match-là. Ferencváros qui prend un super départ en menant 4-1. Évidemment, dans ce format de water-polo en bassin de 25 mètres et tout ça, 4-1, c'est pas du tout rédhibitoire, mais il vaut mieux commencer avec un 1+3 dans la poche que le contraire. 4-1, une première période qui se termine à 6-4. Donc Recco qui comble un tout petit peu son déficit. Et puis la deuxième période, 9-7 pour Ferencváros. Et puis en 2 coups de cuillère à peau, Recco qui égalise avec 2 buts de leurs artificiers italiens, Canella et Francesco Di Fulvio. Donc 9-9 à parité. L'entraîneur hongrois décide d'enlever Soma Vogel. Donc Soma Vogel, c'est le gardien capitaine de cette équipe, mais qui a été opéré il n'y a pas hyper longtemps. C'est pour ça qu'il n'était pas au championnat du monde, qui a une longue blessure et qui était convalescent. Et écoute, il décide de l'enlever et de mettre Marton Levi. Donc c'est un choix quand même assez fort. Et puis, écoute, la troisième période, Mandic propulse les siens devant avec un but en pointe. Il peut jouer partout, Mandic à l'aile, en pointe, à poste 2, enfin bref. Et là, pour la première fois, les Italiens prennent la tête, toujours avec Canella, qui est un vrai gros shooter, et Granados, qui portent les Italiens pour la première fois donc en tête, 11-10, et puis 12-11 ensuite, avant que Vamos n'égalise le longiligne gaucher, et que Manertz, à 7 secondes de la fin de la troisième période, remette les Hongrois devant 13-12. Petit but d'avance. L'entraîneur hongrois décide à nouveau de réintégrer Vogel dans la cage. Donc en fait, le remplaçant n'a fait qu'une période dans l'eau, la troisième période. Et puis écoute, ça a été un chassé-croisé, 13-13, 14-14. Vamos, encore lui, met les siens devant à 15-14 à 3 minutes de la fin. Et puis, écoute, il n'y aura pas de but sur les 3 dernières minutes. Recco a eu des zones plus que Soma Vogel a arrêté. Et puis, pas de but du tout en 3 minutes, ce qui est le petit but d'avance que les Hongrois avaient. Ils ont réussi à le conserver. Et puis, écoute, ils remportent leur 6e donc, Super Coupe d'Europe. Ils commencent à talonner un petit peu Recco. 6, dont 4 dans les 5-6 dernières années. Ils commencent à se rapprocher grandement de Recco. La marque est un petit peu partagée. Recco, Granados 3, donc la recrue. Buric, qui est aussi une recrue croate, en met 3. Duric, qu'on a connu dans le championnat puisqu'il a joué à Tourcoing. Il faisait partie des Tourquenois dont on se demandait un peu où ils allaient atterrir. Lui, il a bien atterri, même à Recco, il met 2 buts. Canella, on l'a dit, 2. Di Fulvio 2 et Condemi 2. Et puis en face, écoute, on a Manertz qui signe 4 réalisations. Fekete, le jeune Fekete qui prend de plus en plus de place dans cette équipe, comme est 4. Mandic 3, Vamos 2, Di Soma 1,
et Silargiancic 1. Donc écoute, c'était le choc. Chacun voudra marquer son territoire. Je pense que c'est 2 équipes qu'on retrouvera au Final Four. Donc Recco qui s'incline, mais à l'extérieur. À Budapest, peut-être que la LEN, dans un souci d'équité, devra peut-être soit faire cette Super Coupe d'Europe en match aller-retour ou sur un terrain neutre. C'est toujours difficile quand même d'aller gagner à l'extérieur au polo. Donc écoute, une bien belle fête du water-polo européen. Et comme je l'ai dit, c'est des équipes qui vraisemblablement prendront 2 places. Donc Marseille devra batailler sévère pour aller rejoindre le Final Four. Ils en ont les moyens, ils ont l'effectif, ils ont l'expérience. Ils croient en leur projet. Donc écoute, ça va être une saison européenne palpitante, hein. Radniki qui s'est renforcé, Olympiakos qui est là, Barceloneta qui est toujours là, Marseille, le Mladost aussi qui a une grosse équipe. Donc écoute, ça va être super intéressant et c'est le polo de tout en haut, hein, du plus haut niveau possible. Donc à suivre, mais c'était une bien belle fête à Budapest, la capitale mondiale de water-polo. Je suis quand même assez surpris, c'est pas évident enfin, on n'a pas l'habitude de voir plusieurs changements de gardien dans un match, surtout dans un match de très haut niveau. Alors juste si on prend quand même les scores par période, la seule période disputée par l'Éveil, ils ont Ferencváros a gagné cette période quand même, 4-3. Et avec le retour de Vogel, ils finissent 2-2, même s'il n'y avait pas eu de but pendant 3 minutes parce que Vogel, justement, empêchait toutes ces actions. Voilà, encore un match serré entre ces 2 équipes qui ont l'habitude, à chaque fois qu'ils s'affrontent, là, ces derniers matchs qu'il y a eu, parce qu'il y a eu aussi, quand ils se sont affrontés aux États-Unis en match de préparation, ça se joue soit un but, soit au tir au but. Enfin, c'est extrêmement serré. Donc, ça fait des beaux matchs à suspense et je suis 100% d'accord que il y a peu de chances qu'il ne soit pas au Final Four, à part grosses blessures ou problèmes financiers. Ces 2 équipes-là seront au Final Four. Voir s'ils ne s'affrontent pas avant, ils seront en finale, presque quoi qu'il advienne, quoi. Parce que là, on est vraiment sur 2 grosses cylindrées. Après, en finale, je vois pas qui c'est qui peut les battre à part eux-mêmes, hein. En finale, je serais un peu plus mesuré et réservé. Qu'ils aillent au Final Four, tu vois, personne n'avait vu quand même Novi Beograd aller en finale l'année dernière. Et puis ils sont allés en finale en battant Barceloneta en demi, alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris. On voit de l'autre côté Marseille qui, contre Ferencváros, est à 10-10 à 3-4 minutes de la fin. Donc tout peut arriver sur ces fins de match. Donc qu'ils soient au Final Four, je pense que oui. Après, qu'on leur assure leur place en finale, je pense que ça me paraît un peu prématuré. Et non, mais au niveau des changements de gardien, ça devient de plus en plus fréquent maintenant de changer de gardien. Ce qui devient moins fréquent, c'est de remettre le gardien que tu as changé dans l'eau à nouveau. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors peut-être que Soma Vogel a eu un petit problème physique ou je ne sais pas quoi, une intervention qui l'a fait quitter ses coéquipiers pendant une période et il est revenu. Mais écoute, voilà, c'est des choix d'entraîneur. Des fois, tu tentes un coup de poker. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis là, écoute, ça a marché puisque la victoire est au bout. Un entraîneur, quand il gagne, il a toujours raison. Ouais. Ouais. Ah, mais après, l'Éveil, c'est pas un fantôme non plus, hein, dans Non, match, non, bien sûr que non. Mais donc, oui, non, il peut se permettre. Il est moins bon que l'autre, c'est le gardien de titulaire de l'équipe nationale. Il est moins bon, mais c'est pas une truffe non plus, on est clair. Bon, on en a parlé, peut-être qu'on peut redire un dernier mot, puisque ce soir, Marseille ouvre sa campagne européenne en accueillant Hanovre. Donc, si vous êtes dans le coin, je crois qu'il restait quelques places. Donc, peut-être vous pouvez rejoindre le bassin Pierre Garceau, ou sinon, à suivre sur European TV, Aquatics, europeanaquatics.tv.com. Vous pouvez suivre les matchs. Bon, il faut s'abonner. Mais en tout cas, il y a quand même la possibilité de suivre. Donc, Marseille, on l'a dit, hein, qui a fait, je pense, une bonne répétition contre le Pays d'Aix. Bon, il faudra qu'ils assurent peut-être un peu mieux leur début de match. Bon, je pense qu'ils devraient s'imposer assez facilement contre les Allemands, même si, c'est que voilà, ça fait... maintenant, c'est la grosse écurie un peu allemande, puisque Spandau n'est qu'en Eurocup. Même s'ils se sont qualifiés, mais ils se sont fait sortir du premier tour. Marseille, voilà, domicile, qui devrait faire le job et on devrait commenter, je pense, la semaine prochaine, leur victoire. Ouais, les débuts de match, tu sais, c'est compliqué quand tu n'as pas le stimuli de la, je ne veux pas dire de la défaite, mais
Mais le fait de jouer des matchs comme ça, je manque de respect à personne, mais je ne vais pas dire sans enjeu, mais Marseille sait qu'ils vont passer là, ils vont se mettre en configuration Champions League, et je doute qu'ils prennent le match par le même bout que le match dont tu fais référence contre Aix. Donc moi j'ai toute confiance en eux et je pense qu'ils vont ouvrir leur campagne européenne. De toute façon, ils sont obligés d'ouvrir leur campagne européenne par un succès, parce que si tu commences ce mini-championnat à 6 en perdant chez toi à Hanovre, ça va sérieusement compliquer les choses. Donc, faut pas interdit et Marseille passera. Oui, on aura ça dans notre programme de la semaine prochaine. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode assez dense, à nouveau, beaucoup de résultats. Bon, c'est toujours bien d'en avoir beaucoup. Donc, on espère que vous avez passé un bon moment et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode en compagnie de mon acolyte Frédéric Durand, toujours fidèle au poste. Merci, ciao à tous. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. When it comes to what your family eats and drinks, you know your choices matter. You're the expert because you know what fits your life. And getting it right starts with good information. That's why America's beverage companies are sharing more information about our ingredients at goodtoknowfacts.org. No spin, no judgments, just the facts straight from the experts for more than 140 beverage ingredients. Visit goodtoknowfacts.org. The NFL is back, and FanDuel's got everything you need to play your game, from same-game parlays to live betting. Right now, new customers bet $5 and get $300 in bonus bets if you win. 21 plus in present and select states. 18 plus in Kentucky and Wyoming. Must be first online real money wager. $5 deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets that expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.